Moi, j'ai une copine qui me disait elle avait l'impression d'avoir moins mal quand elle avait accouché. Donc, mais carrément. Moi, mon accouchement, c'était de la rigolade. Hein. Ah ouais, enfin. Mais je te jure. Okay. Je suis arrivée aux urgences parce que moi, j'avais perdu les os et tout. Elle est arrivée quelques semaines en avance. Et donc, j'attends. Et parce que j'avais pris mon petit déj et c'était une césarienne qui était prévue parce que gros bébé, petit bassin et tout ça. Et de temps en temps, les sages-femmes venaient me voir et elles voyaient sur le monitoring des pics de contraction. Et elles me font mais vous devez avoir très très mal là, pourquoi vous nous avez pas appelé pour qu'on vous donne un truc et tout machin. Je fais c'est ça. Oh là là, pas de problème, vous inquiétez pas. Oui, c'était rien du tout. Quand j'avais vraiment des crises d'endométriose, je tombais dans les pommes. Bienvenue dans la saison 2 de Dopamine, le podcast qui invite aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SMUR et vulgarisateur santé sur les réseaux sous le nom de Les Minutes de Jérémy. Et je suis accompagné de Louis, infirmier en réanimation, qui est également créateur de contenu santé sous le nom de Un Homme en Blanc. C'est pour ça que t'es en blanc ? Pas du tout. Je n'ai quasiment jamais porté de blouse blanche en plus. Alors là, on vient changer le t-shirt. Mais normalement, c'est pour la blouse blanche. Nous tournons cette saison 2 dans le magnifique espace Martine Midi de l'hôpital Avicenne de l'AP-HP qui nous a été gentiment prêté pour l'occasion. Et nous accueillons aujourd'hui une personnalité multicasquette. Elle a commencé dans la chanson et la danse avant de passer devant la caméra dans des téléfilms ou encore des séries bien rodées telles que Demain nous appartient. Elle manie également la plume avec plusieurs livres à son actif, mais aussi des chroniques et de l'information au grand public sur la santé. Nous recevons aujourd'hui Laurie, de son vrai nom Laure Pester. Laure est très active sur les réseaux sociaux et informe notamment sur l'endométriose puisqu'elle a elle-même vécu un lourd parcours dans la prise en charge de cette maladie. Bienvenue Laurie, dans le podcast Dopamine. Merci. Et donc, ce que je te propose pour commencer, pour se mettre un petit peu en train, un échauffement, tu vas voir, on va te proposer une série de questions, une série d'affirmations où tu vas devoir répondre uniquement par vrai ou faux, oui ou non, en tout cas des choses très courtes. Pour l'instant, sans justifier, c'est fait exprès pour... Ok. C'est bon pour toi ? Ça marche. Allez, c'est parti. L'endométriose n'est qu'une simple maladie avec des règles douloureuses. Toi, tu joues à la dans le bain, direct. Bim. Je dois dire quoi, vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Faux. 7 ans d'errance diagnostique, c'est de la négligence médicale. C'est de la négligence médicale. On a bien choisi, hein, c'est fort quand même. Un peu... Ouais, si, vrai. Ok. Les gynécologues minimisent systématiquement la douleur des femmes. Pas tous. Heureusement. Les règles, c'est normal que ça fasse mal. Non, faux. C'est pas normal. C'est pas normal. On a fait un slogan, justement. Ouais, mais on en reparlera du slogan. L'endométriose est devenue une excuse facile pour tous les problèmes de fertilité. Oui, c'est facile, bien sûr. Oui, bien sûr. Faux. Je te rappelle que c'est provocateur. Après, hein, Oui. Trop d'influenceurs parlent de maladies pour faire de l'audience. Oui, c'est mon cas d'ailleurs. C'est clair. Et bien justement, t'as besoin de ça pour percer. En plus, c'est sûr qu'on ne connaissait pas du tout avant. Justement, le fait d'avoir été chanteuse et d'être comédienne, est-ce que ça dessert ton message ? Non, justement. Faux. Il faut être malade pour légitimement parler d'une pathologie. Faut être malade. Non, faux. Mais c'est vrai que quand tu le vis, c'est quand même. La notion de patient expert, on y reviendra, exactement. qui est hyper important. L'engagement des personnalités publiques, l'engagement des stars sensibilise plus que 100 médecins. J'en sais rien. Joker. La douleur féminine sera toujours moins prise au sérieux que la douleur masculine. Ouais. Le congé menstruel va stigmatiser encore plus les femmes au travail. Stigmatiser. Alors il y a du pour et du contre avec ce congé menstruel. Les réseaux sociaux sur l'endométriose créent plus d'angoisse que de l'aide. Ah non, faux. Tu vas voir que pour choisir les questions qu'on va te poser, on ne pose pas du tout dans l'ordre. C'est toi qui vas définir quelles questions on va te poser en tournant la roue. Tu vas voir, juste en appuyant au milieu, tu vas choisir la question qu'on te pose. Truqué ou pas ? Non. Un peu. Faut pas le dire. Je suis chou-fleur. Alors j'aurais plutôt dit brocoli, excuse-moi. Pardon, oui, c'est vrai, il est pas bien, mon arbre. C'est un arbre. Pas bien mon arbre. Je te laisse
Ah, en fait, voilà. Moi, il y a quelque chose que je remarque sur les réseaux, c'est que souvent on parle d'endométriose. Dans notre domaine, parce qu'on est dans la santé et tout ça, et ça va être un des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. L'endométriose. Ok. Sauf que l'adénomiose, c'est quoi la différence? C'est quoi tout ça? On n'en parle pas souvent. Si tu devais expliquer un petit peu avec tes mots ce que c'est ces maladies. L'adénomiose, en fait, je dirais que c'est un peu la cousine de l'endométriose. Sauf que les nodules, les lésions sont dans l'utérus. Alors que l'endométriose, ils sont plutôt à l'extérieur. Et voilà, en fait, c'est juste la différence, c'est le lieu où ça se trouve. Et la différence, c'est que pour... évidemment, on ne peut pas soigner l'endométriose ni l'adénomiose, mais si on veut enlever ces nodules, par exemple l'endométriose, on peut faire 3 petits trous, une célioscopie, 3 petits trous dans le ventre, hop, on nettoie selon où c'est. L'adénomiose, c'est plus compliqué parce que vu que c'est dans l'utérus, il faut enlever l'utérus si on veut enlever ces nodules. Et si tu devais expliquer un petit peu simplement, parce que quand tu dis on ouvre, on nettoie, mais on nettoie quoi? Parce que du coup, c'est ça le problème. On passe un petit coup d'aspiro. Ce serait tellement simple. On enlève ces petites nodules, en fait, ces lésions qui nous font vraiment mal, qui s'inflamment pendant les règles et pendant nos cycles, en fait. Et tu sais d'où ça vient tout ça? L'endomètre. Et l'endomètre, c'est quoi? Je pose des questions. Non. J'ai l'impression de passer mon bac. Je suis désolé. Non, Je vais être plus Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu sais, pour les. Oui, bien sûr, il faut expliquer. Quand on est quand toi, tu connais, c'est un de tes sujets de prédilection. Nous, on connaît, ça fait partie de notre métier, entre autres. Oui, même si c'est une pathologie qui est enfin reconnue, mais moi, j'ai l'impression que pendant mes études, l'endométriose, on n'en parlait pas. C'était il n'y a pas si longtemps. Mais non, mais ça fait 4 ans qu'il est dans le livre de médecine. Oui, parce qu'avant, c'était une demi-heure. Il n'y a pas. Enfin, même pas, quoi. Et du coup, l'endométriose, vraiment, si tu devais l'expliquer à quelqu'un quand tu l'expliques sur tes réseaux, quand tu veux l'expliquer à quelqu'un, n'importe quel âge, qui demande qu'est-ce que c'est endométriose, tu l'expliques comment exactement? Tu l'images comment? En fait, quand on a nos règles, on a donc l'endomètre qui... Comment expliquer? Oh là là, c'est dur. Alors, il y a des sages-femmes et des médecins qui expliquent très bien. Et en fait, les règles doivent on doit excusez-moi, on est vendredi, je cherche mes mots. Non, t'inquiète Tu pas. feras des petits montages. Non, mais... Bisous, Jérémy du futur. Ouais, c'est ça. Comment dire? Quand on... Tu vois, la paroi intérieure de l'utérine oui, qui voilà. sert à recevoir le nid, l'œuf. Exactement. Quand il n'y a pas ovulation et tout ça, donc on a nos règles et je vais pas dire on se vide, c'est pas le mot. On a nos règles, quoi. Il y a des pertes. Voilà, exactement. Sauf qu'il y a parfois des petites lésions d'endomètre et tout ça qui ne vont pas forcément au bon endroit, qui ne sortent pas de notre corps et donc qui se propagent un peu partout dans notre corps. Et ces lésions-là, c'est celles-là qui vont créer des inflammations quand on va avoir des règles par la suite. C'est ça qui va provoquer des douleurs. Ces petites nodules peuvent se poser sur certains organes. Ça peut commencer à les grignoter. Ça peut aller même... moi, j'en ai même au niveau du diaphragme, par exemple. Donc, en fait, c'est une maladie... comment dire? Chronique, déjà. Ouais, c'est ça. Inflammatoire. Chronique, inflammatoire. Alors, il n'y a pas que des douleurs pendant les règles. Parce que c'est ça aussi, Au c'était niveau longtemps... symptômes. Enfin, juste... Ouais. Il y a aussi... on peut aussi avoir des douleurs quand on va aux toilettes, quand on a des rapports sexuels. On peut avoir des problèmes de digestion. Donc voilà, il y a plusieurs... Fatigue aussi. La fatigue, évidemment. Parce et vu que... qu'en plus ça concerne les femmes, la fatigue elle est forcément banalisée. Donc les femmes c'est tout le temps fatiguées. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, il y a plusieurs symptômes qu'il ne faut pas négliger. Parce que parfois, il y a des femmes qui n'ont pas du tout mal pendant leurs règles, mais qui ont l'endométriose, voilà, c'est d'autres douleurs et d'autres symptômes en fait. Et du coup, je te coupe, je me permets. Ouais, vas-y, fais comme chez toi. Hein. Du coup, si une femme a des douleurs pendant ses règles, elle doit toujours penser... c'est systématiquement l'endométriose ou pas? Il faut qu'elle y pense, mais est-ce que ça... Faut qu'elle y pense, mais après, il faut que ce soit des douleurs vraiment... c'est normal que tu sentes que ça travaille un petit peu.
Tu vois, il se passe quand même des choses dans notre corps. Bon, voilà, ça travaille. Après, si tu as des douleurs à ne plus pouvoir bouger, à ne pas pouvoir aller au travail, à ne pas pouvoir sortir de ton lit, à ne pas pouvoir aller au collège, au lycée, là, il faut quand même vraiment commencer à s'inquiéter. Si c'est tous les mois, et que les douleurs sont quand même invalidantes, c'est qu'il y a quelque chose. C'est marrant parce que cette nuit, du coup, je racontais un petit peu les sujets qu'on allait aborder à mon équipe au SAMU, et l'ambulancier, du coup, comme quoi on a encore du travail à faire sur... mais très innocemment, il m'a dit, mais du coup, en fait, l'endométriose, je comprends pas trop ce que c'est, est-ce que tu peux m'expliquer? Et dans la discussion qu'on a eue... J'espère que t'as expliqué mieux que moi. Ce matin, alors moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors, pour le coup, moi, l'endométriose, c'est pas mon cœur de métier, donc je m'étais renseigné là-dessus. J'ai fait une petite image, tu vas me dire si c'est parlant ou pas. Moi, j'avais imagé ça en disant que l'utérus, c'est comme si c'était une serre dans un jardin qui est l'organisme. On a, l'organisme, c'est un vaste jardin, et la serre, ça correspond à notre utérus. Et dans cette serre, il y a des graines qui représentent l'endomètre, et qui doivent surtout pas sortir de cette serre-là. Et que donc tous les mois, elles se renouvellent, elles poussent, et après elles meurent. Et tous les mois, il y a le jardinier qui passe et qui les évacue de la serre. Et dans l'endométriose, c'est bien l'image. J'en prendrai ça la prochaine fois. Dans l'endométriose, du coup, il y a des graines qui tombent de la brouette à l'extérieur de la serre. Et du coup, cette graine, selon l'endroit où elle va être implantée, du coup, tous les mois, elles vont se mettre à pousser aussi. Sauf que ça perturbe l'équilibre du jardin parce que, justement, normalement, elles sont censées être vraiment enfermées dans cette serre-là. Et que, du coup, ces graines, elles se transforment aussi, parce qu'en fait, maintenant, on dit que c'est pas de l'endomètre. C'est quelque chose qui est affilié, qui ressemble à de l'endomètre, mais qui se modifie pour s'adapter au milieu, à l'extérieur de la serre, et qui du coup tous les mois en poussant peuvent créer vraiment un déséquilibre du jardin avec ce que tu as très bien dit. C'est là où c'est hyper important d'avoir l'avis des patients experts, c'est les symptômes comme tu les décris avec tes mots. Et dans la discussion avec cet ambulancier, il y avait justement le fait que en fait pendant des années l'endométriose, aujourd'hui on dit ça explose les cas d'endométriose, mais non, c'est juste qu'on diagnostique des cas qui existent depuis des siècles, qui sont décrits quand on regarde un peu l'histoire. C'est ça. Banalisé en règles douloureuses, il y en a depuis je sais pas combien de temps en fait. Depuis toujours, je pense. Du coup, depuis que la femme est femme. Mais puis il y a règles douloureuses et règles douloureuses. Comme tu disais tout à l'heure, effectivement, sentir que ça bouge, c'est quelque chose. Moi, j'ai une copine qui me disait, elle avait eu l'impression d'avoir moins mal quand elle avait accouché. Donc, mais carrément. Moi, mon accouchement, c'était de la rigolade. Hein. Ah ouais, mais je te jure, j'étais. Je suis arrivée aux urgences parce que moi j'avais perdu les os et tout, elle est arrivée quelques semaines en avance, et donc j'attends, et parce que j'avais pris mon petit déj et c'était une césarienne qui était prévue parce que gros bébé, petit bassin et tout ça, et de temps en temps les sages-femmes venaient me voir et elles voyaient sur le monitoring des pics de contraction. Et elles me font mais vous devez avoir très très mal là, pourquoi vous nous avez pas appelé pour qu'on vous donne un truc et tout machin. Je fais c'est ça. Oh là là, pas de problème, vous inquiétez pas. Oui, c'était rien du tout par rapport aux douleurs d'endométriose. Moi, quand j'avais vraiment des crises d'endométriose, je tombais dans les pommes. Ah oui, d'accord. Tellement j'avais mal. Et ça, alors, du coup, j'ai une milliard de questions, mais t'as mis des mots à ce moment-là, quand tu tombais dans les pommes, tu parlais pas d'endométriose. Pour toi, c'était des règles douloureuses. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. En fait, je me disais, parce que c'est ce qu'on nous dit depuis toujours, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Il y en a qui ont mal, il y en a qui ont pas mal. Bon, il y a celles qui ont de la chance. Elles ont pas mal. Il y a celles qui ont pas de chance. Et moi, je fais partie de celles qui ont pas de chance. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et on fait avec. Ferme ta gueule et marche, quoi. Et on fait avec, voilà, c'est ça. Et vu qu'une femme doit pas se plaindre, etc. Et du coup, si c'est normal, si tout le monde trouve ça normal, à quel moment on se pose la question de ce qu'il y a, et à quel moment c'est diagnostiqué chez toi, le fait de mettre des mots dessus? En fait, c'est par hasard que j'ai su que j'avais de l'endométriose. C'est-à-dire que j'ai fait une grossesse extra-utérine. D'accord. Non pas que je voulais tomber enceinte, mais j'avais arrêté la pilule parce qu'à ce moment-là, on entendait plein de trucs sur les pilules. Sur les hormones et tout ça. Les hormones, les machins, et puis ça faisait trop longtemps que j'en prenais. En fait, j'en prenais depuis que j'avais 13 ans parce que avec le patinage, non pas que j'avais des rapports sexuels, mais pour le sport-études, c'était beaucoup plus facile de gérer ses cycles et tout ça pendant les compétitions et tout. Donc, je prenais la pilule depuis trop longtemps, et donc à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête en fait. Donc malheureusement, je tombe enceinte, mais grossesse extra-utérine. Et mon gynécologue me dit je te donne. Alors il me pose la question, tu veux
par opération ou par un médicament. Je dis, ça va, les opérations, je les enchaîne, parce que bon, je me suis fait opérer plein de fois de plein de trucs, mais c'était plus des fractures, des trucs comme ça. Je dis, j'en ai un peu ras-le-bol des opérations, on va faire par médicament. Et il me dit, ok, bon, je te donne ça, pendant 3-4 jours, tu restes tranquille chez toi, parce que bon, il va se passer quand même des trucs un peu étranges dans ton corps, ça va pas être très agréable. Donc je reste chez moi, et au bout de, je sais plus, 2e ou 3e jour, des douleurs de dingue, mais vraiment de dingue, et je retombe dans les pommes une première fois. Et là, moi naïve comme je suis, je me dis bon bah c'était peut-être ça les trucs bizarres. Ils voulaient que je reste chez moi parce que je vais tomber dans les pommes parce que ça fait tellement mal. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné je l'appelle, je dis écoute là j'en peux plus en fait. Il me dit ah bah non c'est pas normal ces douleurs là en fait. Donc viens me voir tout de suite. Je vais le voir dans le taxi. J'étais je perdais connaissance, le chauffeur était là, madame, ça va? Est-ce que t'as pris le taxi? Ouais, bah je pouvais pas conduire, je pouvais pas. Oui, mais le 15, non? Ouais, bah non, mais j'étais dans le Val d'Oise et lui, il était à Puteaux, enfin, tu vois, c'était. Bref. D'accord. Et là, il m'ausculte, il me dit, ah, mais t'es en train de faire une hémorragie interne, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il l'a dit aussi zen que ça. Non, mais bon, et donc, bah, tu vas au bout de la rue, à la clinique, je t'opère dans 2 heures en urgence. J'y vais. Et une fois qu'il m'avait opéré, donc il remonte dans la chambre, il dit ok bon bah tout est nickel, on va refaire quand même un petit examen là, l'hystéro, je sais pas quoi pour vérifier voilà l'étanchéité des trompes et tout, mais normalement tout va bien, tout s'est bien passé. Par contre, j'ai vu que tu avais de l'endométriose. Et là je suis à moitié dans les pommes et tout, je fais ah ouais ok d'accord, je me rendors et je sais pas 2 heures après je me réveille dans ma chambre, je me dis mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? J'avais quoi? De l'endo quoi, et donc évidemment je fais tout ce qu'il ne faut pas faire mais qu'on fait tous. Je regarde, je me mets endo maladie parce que je me souvenais plus du nom, et là je vois endométriose, très forte douleur pendant les règles, tu sais des symptômes que j'avais, je fais ah mais ok je comprends mieux maintenant. Tu vois. C'était en quelle année ça? Pour qu'on resitue à comment on était par rapport à l'endométriose. Peut-être en 2015. Ok, donc juste avant, parce que je 2014, 2015. Les vrais, ça a commencé, on a commencé à en parler. Ok, donc. Oui, c'était avant. C'était avant. Ok. Ouais. Donc déjà, il était au courant quand même. Enfin, tu me diras, c'était un spécialiste. Lui, oui, il était au courant. Ouais, puis je pense que quand tu tombes sur les lésions, pour le coup, parce que là, du coup, il a vu vraiment l'hystéroscopie. Parce que. Ok. Et du coup, t'as fait quoi avec cette info? Donc, ok, c'est bien. Et là, je suis rentrée chez moi avec cette info. Voilà. Et donc, après, je me suis dit, bah, quand même, bon, je me suis renseignée, donc j'ai été voir sur Internet et tout. Je fais quand même, puis les douleurs, elles restaient là. Et on me dit qu'il fallait que je fasse une IRM. Ouais, oui, pour affiner le... Okay. Voilà, donc je fais une IRM. Et j'étais en stress, donc quand je suis en stress, à cette époque-là, j'ai appelé ma mère, elle est venue avec moi. Très bien. Et on pose plein de questions aux radiologues qui nous envoient chier, mais qui nous parlent sur un ton. Et en fait, on le dérangeait. Oui, clairement, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et il me dit, oui, enfin ça va, cette maladie à la mode, là. Ah, déjà, cette phrase. Vraiment le cas. Tu vois, je fais, ok. Alors, sur le coup, je dis rien parce que j'étais un peu dans le stress de savoir ce que j'avais et tout. Oui, enfin bon, voilà, ok, vous en avez un peu, mais c'est bon, vous allez pouvoir vivre avec vos petites douleurs et tout ça. Ok, d'accord. Donc moi, d'un autre côté, j'étais soulagée parce qu'il m'avait dit pas besoin d'opération et tout et tout. Ouais. Sauf que je sais pas, le truc, je le sentais pas. J'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait non, ça va pas. Mais les mois passent. Et je suis marraine d'un hôpital d'enfants. Et en décembre, je produis un film pour récolter des fonds pour cet hôpital, pour construire la maison des parents. Et j'invite plein d'artistes à venir participer avec les enfants à ce film. Et il y a Laetitia Milo qui commençait à en parler. Et là, je lui dis, écoute Laetitia, j'ai la même maladie que toi, je suis perdue, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Elle me dit, bah, appelle cette personne. Et c'était Yasmine de Endo France. On reste 2 heures au téléphone et tout, et elle me dit, j'ai les personnes qu'il te faut. Enfin, je connais vraiment des spécialistes en endométriose. Par contre, ils sont à Rouen. Je m'en fous. Ça serait à Los Angeles, j'irais aussi, tu vois. Et donc, je rentre en contact avec ces personnes-là, avec le professeur Roman. Et
Et là, il me dit, ok, alors il va falloir faire ça, ça, ça. Et je dis, l'IRM, je l'ai déjà. Voici le compte rendu. Il fait, non, moi je veux pas le compte rendu, je veux les images. Ouais. Oui, parce que le compte rendu par un radiologue, encore une fois, bon, ça on en reparlera, mais. Et heureusement. Ouais. Parce que lui, il regarde les images, il me rappelle, il fait, mais il faut vous opérer tout de suite, en urgence. Je fais, mais ça fait 10 mois que j'ai fait ces radios. C'est urgent depuis 10 mois. Ouais, c'est ça. Et le radiologue, il m'a dit que j'avais rien, enfin, que c'était pas grave. Il dit, non, mais là, vraiment, en plus, si ça fait 10 mois. Donc, hop, je vais à Rouen, je me fais opérer, tac. Et il me dit, heureusement qu'on vous a opéré maintenant. Parce que, donc, ils ont dû me couper des bouts de l'utérus à l'extérieur. Ils ont dû me couper des bouts du tube digestif. Et là, il m'a dit, heureusement, parce que dans 1 mois, là, on vous ressortit avec une stomie, quoi. Ah ouais. Ok, ah oui, à ce moment-là. Alors que 3 semaines après l'opération, je commençais la série sur TF1, une quotidienne et tout ça. Je fais, oh putain, heureusement que je suis tombée sur eux, quoi. Et ouais. Alors juste, je coupe 2 secondes pour 2 trucs. C'est 1, effectivement, l'endométriose atteint régulièrement le tube digestif, notamment le côlon. Et 2, c'est quoi une colostomie? C'est effectivement, on vient prendre le côlon, on vient la boucher à l'extérieur de la peau. Ouais, la stomie, tu veux dire. La stomie, pardon. La boucher... en fait, tu recueilles toutes tes selles via un sac qui est au niveau abdominal, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une petite poche où il y a les selles qui vont dedans, voilà, le temps que ça cicatrise. Pour que tout le monde comprenne un peu ce que c'est. Et du coup, l'enjeu de ce que c'est d'avoir ça. Pas été très... Ouais. Et tu as dit aussi que tu avais des lésions diaphragmatiques aussi, du coup. Ça, elles y sont toujours? Elles y sont toujours, ouais. Ils peuvent pas me les enlever, celles-là. Ok. Donc ça, c'est important aussi de savoir que les petites graines, si on reprend l'image, elles peuvent migrer vraiment de n'importe où et très très haut des fois. Ouais. J'ai entendu dire que ça pouvait aller jusqu'au cerveau, c'est vrai ou pas? Alors ça, je sais pas si j'ai vérifié, mais j'ai déjà entendu, donc pareil, je me avancerai pas là-dessus. Mais une notion qui est hyper importante à souligner, c'est qu'on a beaucoup pendant longtemps parlé de grade et qu'on se disait que c'était le nombre de lésions, etc., ou la profondeur des lésions qui faisait les douleurs, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment aléatoire. C'est-à-dire si il peut y avoir des lésions dites superficielles, parce qu'il y a plusieurs catégories d'endométriose profonde, superficielle, modérée. Et les superficielles, des fois, il suffit qu'elles soient en contact d'un plexus nerveux, par exemple, et ça peut avoir des douleurs bien plus profondes que des lésions très profondes ou même diaphragmatiques, justement. C'est-à-dire, donc c'est pas corrélé, faut pas justement se dire j'ai moins mal que cette personne, donc je veux pas me faire traiter, etc., quoi. Parce que justement, le diaphragmatique, ça peut être silencieux, mais grave aussi. Donc, Bah oui, c'est ça. Mais du coup, au niveau diaphragmatique, pour ton travail, pour la vie quotidienne déjà, pour ton travail et pour ce qui peut arriver pour la suite, ça, tu le sens, ça te travaille ou... Là, celle-là, je la sens pas du tout. Franchement, elle me dérange pas. Faut que ça dure. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était en quelle année que tu t'es fait opérer, du coup? Peu de temps. En 2017. 2017. Mai 2017, ouais. Mais on voit, alors petite anecdote personnelle, mais moi, dans une de mes ex qui avait pareil des règles très douloureuses, en fait, à ce moment-là, en étant dans la santé, elle a eu un parcours pour se faire diagnostiquer. Ça a été incroyable la bannière, quoi, alors que c'était en 2018. Mais pareil, moi, je la voyais store de douleur pendant je me dis, non, mais attends, il y a un truc pas normal, quoi. Elle pleurait, enfin, c'était vraiment en pleine nuit, je la retrouvais en train de se rouler par train, en train de pleurer. Et justement, j'avais essayé de l'accompagner parce que c'est, encore une fois, le statut de femme. Le cas du radiologue, ça me rend fou parce que je me dis, justement, ça freine ce genre de diagnostic, mais faut être accompagné pour et faut persévérer. Et surtout à cette époque-là, tu penses qu'aujourd'hui c'est plus simple? Enfin, simple. Ouais. Moins dur. On commence à en parler beaucoup plus. Je pense que ça sera dans peut-être une dizaine d'années où vraiment tous ceux qui sont en train de potasser le chapitre endométriose, tous les futurs médecins, tu vois, quand il y aura une autre génération qui arrivera en tant que médecin, en tant que professionnel de santé et qui aura vraiment appris le... Après, il y a des médecins qui se renseignent et qui continuent d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, et il y en a d'autres qui n'ont rien à faire et qui sont dans leur truc. J'ai une très bonne amie qui est médecin généraliste et qui a fait sa thèse sur l'endométriose, justement. Je l'avais aidée à partager parce qu'elle a interrogé les patientes, des patients atteints d'endométriose, et je l'ai aidée à partager son questionnaire de thèse parce que justement c'est hyper important. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de médecins généralistes justement qui se forment sans être forcément gynécomède ou même sage-femme, mais qui se forment à ça parce qu'en fait la première personne que tu vois c'est ton médecin généraliste. Oui, accessoirement, actuellement, c'est diagnostiqué chez environ 10% des femmes, si j'ai bien compris. Et plus ça va, plus on se rend compte que ce serait peut-être 15%. Ouais, oui. Oui, parce que imagine, il y a une femme qui va voir son médecin parce qu'elle a des problèmes digestifs. Ouais. Le médecin, au premier abord, il va pas se dire c'est de l'endométriose. Tu vois, il va dire ok, je vais vous donner, je sais pas. Un truc pour le transit. Un truc pour le transit. Il va pas forcément aller creuser tout de suite sur l'endo, quoi.
Oui, parce que c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas forcément que des douleurs. Enfin, on parle beaucoup de la douleur, et c'est normal, ça prend beaucoup de place dans le tableau, mais que la fatigabilité extrême, et justement les troubles digestifs, ou aussi un truc dont on a parlé à demi-mot, mais les douleurs pendant les rapports, qui a un nom que j'ai perdu. Vaginisme, mais je sais pas si c'est la même chose. Non, c'est pas exactement la même chose. Il y a un vrai nom pour ça, mais j'ai perdu. Pas. Mais ça aussi, c'est très banalisé, et encore une fois, dans la société très, très macho. Donc ça aussi, les rapports ne doivent pas être douloureux, donc ça peut être juste un motif de consultation pour l'endométriose, et ça je pense que c'est important aussi de préciser. J'avais une question, j'ai complètement oublié, mais qui... Ah oui, si, c'est ça. Pareil, du coup, en préparant un peu le podcast, on s'est documenté sur cette maladie, et moi, il y a un truc qui m'a surpris. Depuis tout à l'heure, on parle pendant les règles, mais en fait, ça peut toucher une période vachement plus grande que pendant les règles, mais j'ai vu jusqu'à 20 jours par mois, enfin par cycle. 20 jours sur 28 Ouais, bah moi, en fait, ça commençait une semaine avant mes règles. Ouais. Et ça se finissait une semaine après mes règles. Ah oui, donc 20 jours sur 28. C'est-à-dire que j'avais qu'une semaine tranquille par mois. Et ça pendant combien de temps ? Combien de temps ça a été ton quotidien, enfin la norme pour toi Longtemps, trop longtemps. Trop longtemps. Ouais, des années. Ok. Des années avant que je sache. Et en fait, ce qui était traître, c'est que tu vois, quand j'ai commencé à arrêter la pilule, parce que je voulais plus la prendre, et ben j'ai pas eu mal tout de suite. Parce qu'avec ma pilule, les règles étaient gérées, j'en avais pas beaucoup et tout. Et puis la douleur, elle est quand même atténuée par la pilule. Et en fait, c'est cycle après cycle, mois après mois, où la douleur était un petit peu plus forte. Et encore un peu plus forte. Puis le mois d'après, encore un peu plus forte. Et puis je me rendais pas vraiment compte jusqu'au jour où j'ai pas pu sortir de mon lit, en fait. Et là, je me suis dit, putain, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est petit à petit que c'est arrivé. C'est hyper insinuant, en plus il n'y a pas eu le on-off, du coup t'as pas pu le relier à la pilule. Non, c'est ça. Ouais. Et parce que là on parle, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'as eu des traitements pour ça ? T'as encore mal tous les mois ? Aujourd'hui, non. Alors j'ai beaucoup moins mal, j'ai quasiment plus mal, vraiment. De temps en temps, peut-être, je le sens quand je suis plus stressée. C'est drôle, hein, parce que le stress, c'est aussi un facteur inflammatoire. J'ai eu, parce que évidemment, moi j'ai eu endométriose et adénomiose. Sinon, c'est pas drôle. J'aime bien faire les choses à fond. Ouais. Et donc, j'ai eu une hystérectomie il y a 3 ans maintenant. Et ça a vraiment changé ma vie. Ok. Au niveau des douleurs. Ça a vraiment fait pas on-off, mais... Pratiquement, ouais, vraiment. Donc l'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. Et donc oui, ça m'a vraiment... c'est le jour et la nuit, quoi. Ok. Donc pas de regret, pas de marche. Pas de regret. Ça a été la décision la plus compliquée à prendre de ma vie. Comment on prend cette décision ? C'est ce que j'allais te demander. Bon, du coup, on enchaîne sur un sujet qu'on avait prévu. Tant pis sur les questions. C'est plus de let's go. Écoute, comment on prend cette décision ? Déjà, on en parle beaucoup avec son compagne ou sa compagne. Moi, on en a beaucoup parlé avec Yann. Yann, il avait déjà un garçon d'un premier... pas mariage, parce qu'il n'était pas marié. Premier union. Et donc, à la maison, on avait un garçon et une fille. Et puis, c'est vrai que moi, je me voyais pas repartir en FIV, parce que ma fille, on l'a eu en faisant une FIV. Fécondation in vitro. Je me permets, c'est des personnes qui... Ça, c'est le 3e grand sujet, on se le sera de côté. Sinon, la roue, elle va servir plus à rien. Et en fait, même si... on en parlait, Yann me disait, écoute, c'est ton choix, c'est aussi ton corps, c'est comme tu veux. Nous, on savait qu'on voulait plus d'autres enfants, mais entre je ne peux plus et je ne veux plus. Tout à fait, ça c'est... Psychologiquement, c'est pas la même chose. Il y en a un qui peut changer, pas l'autre. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué. Ça a été, je faisais un jour un pas en avant, le lendemain 2 pas en arrière et tout. Et puis à un moment donné, Yann, il me fait... Mais regarde comment tu souffres, en fait. Oui, parce que est-ce que t'as mis combien de temps à prendre ta décision ? 1 an à peu près. Ouais, mais du coup, tous les mois, ça devait te rappeler aussi. Ouais, c'est ça. Et puis je disais, ouais, mais bon, ça va. Regarde, aujourd'hui, ça va. Ouais, ça va, mais hier, souviens-toi comment t'étais hier. Ouais. Donc c'était vraiment très compliqué. Ouais. Puis à un moment, c'est paralysant pour le travail, pour la vie perso, pour machin. Moi, ma fille, elle était bébé. Parfois, je pouvais pas la porter tellement j'avais mal. J'avais peur de la faire tomber, j'avais peur de tomber avec elle, tellement même mes jambes, parce que j'avais mal dans le ventre, mais j'avais mal aussi, ça me prenait dans les jambes, dans le dos, partout, tu vois, la douleur, elle résonnait. C'est quoi, c'est par à coup, c'est tout le temps? Ah non, mais c'était
c'est pas par à-coup, c'est constant. C'est sourd et c'est Comme tout en une boule de présent. pétanque. Moi, c'était ça. C'était comme une grosse boule de pétanque dans le ventre et qui résonne. Ah ouais, qui qui irradie. Ouais, voilà, tu vois. Et D'accord. toute la journée comme ça. Ok, je vois. Pour éviter de faire trop peur aux personnes qui écoutent, on va dire que l'hystérectomie, c'est le traitement de dernier recours Oui, dernier sur recours. l'endométriose. Ouais. Pas que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui C'est pas pour l'endo, hein, c'est plus pour la adénomiose. Ouais. Mais on peut voir ça pour... Enfin, même l'opération chirurgicale, en fait, n'est pas la première chose qu'on propose en première intention sur l'endométriose. Toi, on t'avait proposé quoi en première intention? Bah, toi, non, moi, on m'a tout de suite dit vite, faut vous opérer d'urgence. Ok. Mais la première étape, normalement, c'est la pilule contraceptive quand on a justement une... C'est pour ça qu'on insiste sur le stade précoce, parce que les graines qui tombent des brouettes, en fait, plus on avance et qu'il n'y a pas de traitement, et plus elles vont tomber de la brouette, et plus il y en aura, quoi. Donc, normalement, justement, plus c'est pris en charge tôt, et plus ça pourrait être des pilules contraceptives pour justement éviter le développement de ces graines en dehors de ça, quoi. On enchaîne ou on fait tourner la roue? On fait tourner la roue. Enfin, allez. Maintenant, il va falloir tricher. Non, en vrai, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est juste qu'il faut pas que ça retombe sur la montagne, quoi, parce qu'on l'a déjà fait. Vas-y, tu peux. Je referai. C'est l'arbre qu'on a fait. C'est mon brocoli qu'on a fait. Ouais. Allez, ça c'est pas mal. On va reprendre un petit peu le principe, tu te souviens, Pourquoi tu de fais l'échauffement. ouf? J'aime pas que tu fais ouf. Ah, d'accord, ok. C'est parce que c'est mon préféré. Son préféré, d'ailleurs, il va falloir élaguer parce qu'il en a Si mis. tu trouvais ça touchy le début. Oh, merde. En fait, on reprend un petit peu le concept de l'échauffement, tu sais, le vrai ou faux. Sauf que cette fois-ci, on va te demander de répondre plus par des surcotés ou sous-cotés. Est-ce que tu as l'impression que la société estime que c'est quelque chose dont on en parle trop, ou c'est quelque chose... ou inversement. Mais tu as le droit ce coup-ci de justifier, d'argumenter. Okay, d'accord. Je sentais qu'au tout début... c'est très ça me manquait, commençons directement les pieds dans le plat. Le retard de diagnostic de l'endométriose en France, est-ce que tu as l'impression qu'il est en surcoté, sous-coté? Le retard de diagnostic. Ou le temps de prise en charge, le temps de reconnaissance. Ok. Alors quand tu dis surcoté, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que tu as l'impression que on en parle beaucoup pour pas grand-chose, ou au contraire on n'en parle pas assez alors que c'est important? On n'en parle pas assez, sous-coté. Sous-coté. Ouais. Ça c'est est-ce que c'est devenu un peu ton combat sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu dirais que c'est une des choses que... Ah bah oui. J'essaye d'en parler le plus possible, que ce soit endométriose, adénomiose, hystérectomie, PMA... congélation d'ovocytes aussi, ça a été mon gros combat. Tu vois, j'avais vu la ministre de la Santé et tout, parce qu'on ne pouvait pas le faire en France. Quand je suis allée le faire en Espagne, je dis c'est pas normal, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, on peut en France. Ouais. Parce que pourquoi la congélation des ovocytes rapidement? Pourquoi c'est quelque chose dont qu'on doit aborder dans l'endométriose? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Ouais, en fait, la congélation d'ovocytes, moi, quand on m'a dit, on m'a diagnostiqué en 2017 après l'opération, les professionnels de santé, là, les professeurs et tout, m'ont dit, ça serait quand même bien. Tu n'es plus toute jeune, tu es célibataire, ça serait quand même pas mal que tu ailles congeler tes ovocytes. Et là, je fais, ok. Super, go, on y va quand vous voulez. Sauf que, ok, mais... Je sais pas si super, c'est le premier mot que j'aurais sorti, mais... Ouais, enfin, tu vois, mais moi, je trouvais ça cool qu'on me propose une solution. Ouais. Tu vois, de me dire, ok, là, je suis célibataire, je vais pas faire d'enfant demain. Donc, si c'est par la suite, je sais pas quand, mais si c'est un peu plus tard, au moins, j'aurai peut-être toutes mes chances pour avoir des enfants. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, mais tu vois, ok, t'es atteinte d'endométriose, mais t'es pas assez atteinte. Parce que justement tes nodules n'ont pas touché les ovaires et tout ci, cela, donc tu peux pas le faire en France. Pardon ? D'accord. Et moi je dis mais toutes les femmes ne peuvent pas faire ça en fait, c'est pas juste, tu vois. Elle me fait non, c'est seulement les femmes qui ont par exemple des traitements médicaux comme la chimio ou des choses comme ça qui peuvent le faire, mais sinon non, on peut pas le faire en France. Je comprends pas tenir, tu veux faire congeler tes ovocytes ? Oui, tu peux pas. Oui, exactement. Et donc, ils m'ont dit, nous, on te conseille d'aller en Espagne. On connaît très bien telle clinique et tout ça. Je dis, ok, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, quand tu es une FIV et tout, tu te fais des piqûres d'hormones dans le bide pendant 15 jours. T'as des radios à faire. T'as des prises de sang à faire. Et quand ils te disent, ok, c'est maintenant, c'est maintenant.
Donc il faut que tu ailles en Espagne, que tu aies prévu tes billets d'avion ou de train, tes billets, l'hôtel ou loger et tout ça. Et ça coûte cher. Parce que c'est une clinique privée et tout. Ouais. Et je dis, mais moi, je peux le faire. Mais toutes les femmes qui sont dans le même cas que moi, mais qui ne peuvent pas quitter leur famille, leur boulot, du jour au lendemain, comme ça, qui n'ont pas l'argent pour pouvoir le faire, comment elles font? Puis t'as pas forcément envie de partir toute seule à ce moment-là pour un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai poussé mon coup de gueule. Et j'ai écrit une lettre ouverte au président. Et donc, j'ai été répondue. J'ai été reçue par Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé à l'époque. Oui. J'ai été reçue par la conseillère santé et solidarité du président. Et on en a parlé, j'ai poussé mon coup de gueule et voilà, on a essayé de faire avancer les choses. Et ça a avancé? Bah oui, parce que maintenant on peut. Ouais, ça c'est bien. Et pourquoi c'est important de le préciser, c'est que dans la prise en charge de l'endométriose, une des points de vigilance, c'est justement de préserver la fertilité, parce que là, en plus de tout le reste, l'endométriose peut créer une atteinte de la fertilité. Et du coup, dans les prises en charge d'une personne atteinte d'endométriose, il y a tout de suite effectivement le plan de chercher des solutions justement pour préserver la fertilité. Voilà. Et du coup, c'est à toi? Moi, je prends ta place. Et du coup, surcoté ou sous-coté, l'impact psychologique de devoir faire une fille et potentiellement les échecs quand il y en a? T'es allé où là? Sous-coté, parce que c'est quand même c'est chaud. C'est au niveau psychologique, c'est les montagnes russes. Hein. Plus le fait que tu te charges en hormones. Tu te charges en hormones. Donc c'est un coup tu rigoles, 2 secondes après tu pleures. Enfin vraiment tac tac. Et puis même ça va. T'as ce stress, tu vois, de devoir te faire des piqûres toute la journée. Donc moi la première fois l'infirmier, je lui ai dit écoute, tu vas pas me la faire, tu vas m'apprendre à me la faire. Parce qu'il faut le faire tous les jours à la même heure. Et parce que moi, demain, je suis dans un train. Après-demain, je suis sur un tournage. Et après-demain, enfin, tu vois, donc il m'a appris à me la faire. Mais au début, j'étais comme ça. J'étais là, je me pique pas. C'était un stress. Bon, après, j'étais là, ok, en 2 secondes, c'était fait. Mais il y a ce stress-là. Il y a le fait, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ok, on a pu récupérer, je sais pas, 5 ovocytes. Ah, ok, c'est bien. Bah non, c'est pas beaucoup. Ah, merde, ok, bon. Enfin, tu vois, à chaque fois, psychologiquement, c'est chaud. Ils sont gardés où après? En France ou en Espagne? Quand tu vas En Espagne? Ouais. Moi, en Espagne, moi c'était en Espagne. Hein, ça reste Ils sont restés là-bas. Et si j'avais voulu les utiliser, j'aurais dû aller là-bas. Ok. La pression sociale autour de la maternité. La pression sociale autour de la maternité. Le fait de faire des enfants, qu'une femme doit est sur Terre pour procréer finalement. Waouh. Provocateur toujours. La pression sociale, oui. T'as toujours des... Ah, bah alors, il serait peut-être temps. Ou alors, même quand on a un... Ah, bah alors, à quand le deuxième? Tu vois, des trucs... t'as toujours des choses comme ça. Et puis, t'as toujours la société qui te rappelle que, les stéréotypes, c'est une famille avec un papa, une maman, des enfants. Bah non, on fait ce qu'on veut. Et puis, avec les gens qu'on veut, quoi. Et du coup, la charge mentale de la PMA sur les couples, notamment sur les femmes, sur le côté ou sous-côté? La charge mentale de la PMA. C'est ce que je te disais, la charge mentale des femmes. Après, si t'es bien accompagné, tu vois, ton compagnon ou ta compagne t'aide aussi à garder la tête sous l'eau, sur l'eau, au-dessus de l'eau, pardon. Cette image est très belle, tu vois. Ouais. Mais le lapsus était parfait. Oui, le lapsus, c'est ça. Incroyable. Mais c'est une grosse charge mentale, bien sûr. On avait accueilli Caroline Estremo, qui est une infirmière humoriste dans la saison 1 et qui a fait sa PMA. La première qu'il a fait en Espagne, parce qu'il n'y avait pas en France elle est en couple avec une femme. Et elle avait dit que la deuxième, elle l'avait refait en Espagne, même si c'était passé en France, parce que c'était plus simple. Mais malgré tout, parce qu'en fait, maintenant c'est ouvert aux femmes en France, mais vu que on a un gros retard, il y a une liste d'attente de 2 ans. C'est ça, c'est donc, alors j'avais pas 2 ans, mais elle disait que le délai était très long et que en fait Espagne, tu payes. C'est tout de suite. Voilà.
Et par curiosité, si tu peux dire le chiffre, si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Ça coûte combien hors billet d'avion? Juste le geste, tu vois. Oh là là, je me rappelle plus. Je crois qu'on avait parlé, Caroline. Je crois que c'était 5 000 ou un truc comme ça. L'injection, elle disait 5 000 le coup de seringue. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Je crois que c'était ça. Si on était payé 5 000 le coup de seringue, tu vois. Mais ouais, et après, tu payes encore tous les ans pour les garder au frais. Yes. Bah oui. Ouais. Bah oui, parce que ça prend de la place dans le congèle. Les frais de C'est pas frigo. Picard surgelé, tu vois ce que je veux dire. Il faut payer l'électricité du congé. Donc tous les ans, il y avait un petit rappel. Est-ce que vous voulez continuer à ou pas Ouais. Ok, donc t'as une pression. En plus, c'est ça, c'est que tous les ans, t'as ta petite pression. ta rappel. petite note. ta petite La facture. sexualité des femmes atteintes d'endométriose, justement. Est-ce que le sujet de la femme, est-ce qu'on en parle assez? Non, on n'en parle pas assez. Ce côté. On n'en parle pas assez. Déjà, l'endométriose, on commence à bien en parler, mais on n'en parle encore pas assez. Et les rapports, on n'en parle pas. C'est un truc encore tabou, tu vois. On commence, mais ça reste encore. Oh là là, faut pas en parler. Bah ouais, bah non, faut le dire en fait. Tu vois, ça te fait mal pendant les rapports, il faut en parler et il faut le dire déjà à ton conjoint. C'est Première chose. Et puis plus on en parlera dans la société, et plus ça sera normal. Voilà, exactement. Je trouve que tu as un talent incroyable pour réussir à nous chanter des questions. Ouais, c'est bien, c'est qu'elle fait 3 questions en une à chaque fois. Mais du coup, on avance. Pardon. Non, pas de soucis, c'est bien, c'est naturel. Ça prouve qu'on s'est pas trop trompé non plus. Oui, parce que du coup, c'est bien, c'est que c'est ciblé. C'est pas mal. Je voudrais avoir ton avis. Sur-côté ou sous-côté, la vulgarisation santé sur les réseaux sociaux? La vulgarisation santé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu appelles la vulgarisation santé? C'est une très bonne C'est question. justement tout le fait de faire exactement ce qu'on est en train de faire là, de parler d'une pathologie, de parler d'un geste, d'un acte, ou quoi que ce soit, d'une maladie, pour rendre accessible sa définition à tout le monde, au grand public. Okay. Mais je ne te dis pas, est-ce que n'importe qui est susceptible de le faire? Professionnel de santé, patient, lambda, voilà. Moi, je trouve ça bien, justement, qu'on en parle sur les réseaux, de maladies, de pathologies, de douleurs, de trucs et tout. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention qui t'écoute et qui te donne justement ces informations-là. Donc à la personne qui regarde de faire attention à où elle va chercher ces informations-là. Tu vois. Mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que justement c'est ça qui va faire avancer les choses. S'il y a des femmes qui justement n'ont pas d'écoute quand elles vont voir leur gynécologue ou leur médecin et tout ça, mais que quand elles vont nous écouter, elles vont dire moi aussi j'ai mal pendant les rapports. Peut-être que j'ai de l'endométriose. Je vais aller voir quelqu'un, tu vois, et tant mieux en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle le plus possible. Ça c'est bien sur le côté, effectivement, le parler de la pathologie, c'est sur les traitements, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on peut voir. Oui. Parce que ça on le voit encore plus aux États-Unis, mais par exemple des femmes faussement atteintes d'un cancer et qui vont vendre une solution qui les ont guéries du cancer qu'elles n'avaient pas. Et du coup, on le voit encore récemment. Et ça, mais c'est bien, t'en parles toi-même de l'esprit critique, d'aller voir qui dit quoi. C'est ça, faut faire attention quand même. Parce que maintenant sur les réseaux on voit beaucoup de choses. C'est ça. Beaucoup de merde. Ouais, c'est ça. Je suis content de pas voir. T'es le seul à dire. Et du coup, mais comment je fais la différence entre quelqu'un à qui j'ai confiance et quelqu'un à qui j'ai pas confiance? S'il y a une blouse blanche, c'est que si il ou elle a une blouse blanche, c'est que c'est pas mal. Non, surtout si il est radiologue. Non, je pense que tu vois vraiment sur son profil à qui t'as affaire, quoi. Ouais. Mais moi, le défaut que je trouve sur notamment Instagram et TikTok, c'est que autant YouTube, tu peux mettre tes sources, ta biblio. Tu vois, quand j'avais fait le truc sur l'endométriose, j'avais mis Endo France et tout ce que j'avais lu à côté. Alors sur Instagram, si tu commences à vouloir mettre les liens de tes articles et tout, c'est plus compliqué. Et du coup, sur les contenus courts comme ça que tu vois passer hyper vite, c'est compliqué, je pense, de faire le tri aussi. C'est ça que tu voulais dire? Non, à moi. On fait un dernier. La prise en charge de la douleur chronique en France. Notamment dans le cadre de l'endométriose, pas. La douleur chronique, pas sous-côté, bien sûr. T'as proposé quoi comme traitement pour tes douleurs, toi? Une pilule en continu. Ok. C'est tout. Pas de traitement symptomatique pendant tes règles, quand tu tordais de douleur ou quand tu t'es blessé? C'était des antidouleurs. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ça faisait plus rien. Mais du Doliprane ou un truc comme ça? Spédifène.
Ah ouais? Ouais. Le Spédifen, ça marche. Pendant les règles? Spédifen, c'est quoi? Pourquoi je connais pas ce médicament? C'est quoi la DCI? À moins que je me gourre, mais pour moi, c'est un INS. Ah, c'est un anti-inflammatoire. Ah oui, un anti-inflammatoire. Et alors, du oui, coup. d'accord, mais. Ouais. Et ben, il y avait que ça qui me soulageait des règles. Oui, mais c'est les trucs que tu donnes un peu pour aller dans les. Tu sais, après les opérations. Surtout, ça te fait un peu Karcher, quoi. Oui, c'est violent, quoi. Ah bon? Non, mais faut- Ah bah moi, ça marchait, tant mieux. moi à la fin, ça me faisait plus rien. Oui, bah oui, quand tu t'habitues. Mais aujourd'hui, pareil, on est en train quand même d'évoluer sur la prise en charge de la douleur. Il y a d'autres molécules qui sont pas les anti-inflammatoires, il y a l'acupan notamment. Je fais le mec choqué, je ne connais Ouais. pas. Je suis pas spécialiste, je suis pas médecin. Et pareil, bah, l'acupan, c'est ce qu'on donne quand tu te fais opérer et tout. Tu vois. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Il me restait de l'acupan de d'autres opérations. Je prenais ça, ça me faisait rien. Alors que c'est quand même, apparemment, je crois que c'est dans le top 3 avec la morphine ou un truc du genre. En fait, non alors que ça agit pas sur la Non. morphine, c'est un palier 1, comme le Doliprane et les INS, mais juste ça agit ailleurs. Oui, En voilà. fait, ça. mais de toute façon, globalement, mais même les médecins généralistes sont pas forcément très bien formés, ou ceux qui s'actualisent pas. Mais maintenant, on dit la prise en charge de la douleur, tu dois quasiment jamais prendre un seul médicament. Ouais. Tu dois agir sur plusieurs endroits de ton circuit de la douleur, ce qu'on appelle l'antalgie multimodale, quoi. Mais ça, on connaît bien en anesthésie, mais pour le coup, c'est pas encore rentré beaucoup dans la culture. On fait tourner? Allez, c'est parti. Encore Bah ouais. Trop bien. C'est comme ça. Hop là, on Ce garde sera la cette mer. Ce animation. sera la mer. Parce que ce sera... Ah, bah, La c'est parfait, mer. J'ai Ok. vraiment un pif ce matin. Ouais, c'est fou. Ouais, ce que j'allais dire, de taille importante. Il se moque de mon pif. Sous prétexte que quand la caméra qui regarde Jérémy, t'entends, on va passer mon nez sur... C'est très drôle. Et il a un magnifique liseré orange sous son nez. Ah bon? Avec les nœuds. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je sais même plus où on était. Oui, si, en fait, on était parti. T'avais commencé à aborder le sujet de la fertilité, etc. C'est bien de pouvoir congeler ses ovocytes. Le parcours PMA, ça te parle? Très bien. Et c'est quoi la PMA, du coup? La comment ça se PMA, passe procréation médicalement assistée. Comment ça se passe? Écoute, c'est quand tu peux pas tomber enceinte naturellement. Eh ben, on va t'aider, en gros. Donc l'idée, c'est d'essayer de récolter le plus d'ovules possible. Donc on va te stimuler, parce qu'en fait, chaque mois, normalement, c'est un ovule qui est libéré dans les trompes et qui doit, aller Être fécondé. féconder se rencontrer avec le spermatozoïde, enfin, le gagnant. Et en fait, là, pour essayer d'avoir toutes nos chances de notre côté, on va être stimulé pour essayer d'avoir un peu plus d'ovules. Je me dis si je me trompe. Hein. Non, c'est parfait. Et donc, pour ça, on va avoir des piqûres d'hormones à se faire tous les jours pendant 12-15 jours, je crois. Et de là, on a des prises de sang à faire régulièrement. On a aussi une échographie. Et quand on nous dit, OK, c'est bon, on a plein d'ovules qui sont assez gros, assez en forme et qu'on peut ponctionner, hop, on va à l'hôpital. Et de là, avec une anesthésie locale, on nous prélève ces ovules. Et ça, c'est la même étape que pour la congélation d'ovocytes. Ouais, c'est la même chose. Okay. Vraiment, quand on se congèle nos ovocytes, c'est exactement la même chose. Sauf que là, pour la PMA, les ovules... Alors, moi, j'ai fait une FIV ICSI, c'est-à-dire qu'ils ont pris les ovules, ils ont pris les meilleurs spermatozoïdes et ils les ont fait se rencontrer directement. Alors, pas injecté. Voilà, ils les ont... allez, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. Alors que la FIV normale, ils mettent dans un petit... je sais pas comment on appelle ça, un récipient, là, ils mettent un ovule, un spermatozoïde, et ils attendent que ça se fasse naturellement. Nous, allez, maintenant, on a un peu marre d'attendre, on y va directos. Et ensuite, eh bien, ça fait des embryons. Et à J5, on regarde quels embryons ont survécu. Parce qu'il y en a qui ne survivent pas, qui sont pas bons, qui prennent pas, merci. Et donc, après, les embryons qui restent, et hop, on les réinjecte. Voilà. Ça, c'est toujours et ça fait pas mal du tout. Hein. C'est vraiment une petite seringue. Allez hop, roule ma poule et après tu ressors.
Il y a Ok, pas, non, mais ce que je veux extrêmement. dire, il y a pas d'anesthésie, Oui. il y a pas de. C'est, tu vas chez le gynécologue, il te. Et toi, ça marchait du premier coup? Moi, ça. J'ai fait. Alors, j'avais 2 embryons. Ok. Et on a fait le premier, il n'a pas fonctionné. Enfin, il n'a pas pris. Et le deuxième, ça a été ma fille. Et c'est ta fille. Ouais. Qui doit être une championne avec l'élite des spermatozoïdes et des ovules, du coup. Exactement. une vraie sprinteuse. Du coup, ouais, c'est un truc que je maîtrise pas bien, mais ils injectent plusieurs embryons en même temps. Non. Ah oui. Alors là, tu peux. Après, c'est à toi de décider. Mais ça a été la première question de mon compagnon. Est-ce qu'on peut avoir des jumeaux? Parce que là, on a des. Non. Vu nos métiers et tout. Et, donc, il a dit ça dépend si vous voulez que. On peut tenter. Ouais, on peut tenter. Et on a dit non, on va faire un par un. C'est mieux. Tu m'étonnes, le stress. Ouais, c'est ça. Ok. Et du côté, je sais pas si on a parlé un peu avec ton compagnon. Je sais pas marié, je pense. Non, pas encore. Il veut pas. Ah, j'allais dire, sinon Je on voulais a pas créer une des info histoires. en exclu. Non, je rigole en fait. Comment ça se passe un peu de son côté? Vous en avez parlé un peu? Enfin, tu sais, psychologiquement. Bah oui, parce que c'est pas que la femme là, qui travaille, c'est aussi le gars, quoi, parce qu'il faut récolter les spermatozoïdes. Donc psychologiquement aussi, c'est pas si. C'est pas anodin, quoi. Ouais, tu c'est vois. ça. Et dans les deux cas, le fait de passer par cette technique, bon, j'imagine qu'il y a quand même un côté frustration, mais au final, une fois que c'est fait, une fois que c'est passé, que la grossesse est lancée, il n'y a pas plus de questions qu'une grossesse plus classique. Je veux dire, il y a tous les stress qui sont associés, tous les doutes, tous les machins, bien évidemment, Ouais. mais pas plus. T'as pas plus peur, il n'y a pas plus de risque avec une PMA qu'avec une. Non. Ok. Top. Non. Après, le risque, c'est vraiment au tout début. Se dire, est-ce que voilà, Il l'embryon. va bien s'accrocher parce il va qu'il faut qu'il bien vienne s'accrocher sur le nid. Voilà. Pareil. Il faut bien qu'il s'accroche, mais après, une fois qu'on nous dit, voilà, tout est bien accroché et tout, il n'y a aucun souci. Et donc toi, après, ça s'est bien déroulé. Ouais. Bon. Juste les 3 premiers mois, parce que justement, pour qu'ils accrochent bien, j'avais encore des piqûres d'hormones et j'en pouvais plus. Je crois que je sais pas, j'avais l'impression d'être surdosée et j'étais dans une phase où tous les jours je pleurais. Je sais pas si peut-être je faisais une dépression ou un truc du genre, tu sais. Alors que c'est pas du tout moi. Moi, je suis toujours positive, joyeuse et tout ça. Et Yann, il rentrait le soir et j'étais là. Je vais jamais tenir 9 mois comme ça, c'est pas possible. Tellement ça m'avait flingué la tête, quoi, ces piqûres d'hormones. Et pendant. Dépression prépartum. Ouais, c'est ça. Et on a notion que l'endométriose, elle réduit justement quand on est enceinte. Pendant ta grossesse, t'avais moins de douleur? Alors, elle réduit pas, parce que tes nodules, ils sont là, hein. Ils partent pas. Mais t'as moins de douleur, mais parce que t'as plus de règles. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a plus d'inflammation. Oui. Donc, en fait, t'es tranquille quand t'es enceinte et quand t'es en ménopause. Oui, c'est ça. Du coup, ça, effectivement, il y a un vrai cap après la ménopause pour les femmes qui ont décidé de ne pas faire d'hystérectomie ou qui ont pas eu le choix. Au moment de la ménopause, il y a vraiment une atténuation. Ah bah oui, une pareil. suppression de. Ouais, pareil, parce qu'il y a plus de règles, donc il y a plus de raison que ça s'inflamme. Le changement de vie. Ouais, mais qui. Bah après, t'as d'autres problèmes. Après, t'as d'autres trucs, t'as les bouffées de chaleur, t'as tout le reste, tous les autres choses. Et moi, une question qui est pas dedans et qui sera peut-être la dernière, surtout si en plus t'as quelque chose après, on peut pas te retenir trop, c'est comment t'as fait pour gérer justement avec ta carrière pro et notamment en musique? C'était ça que tu voulais? Ouais. Parfait. Comment tu dis que avec l'endométriose, des fois tu t'évanouissais littéralement à cause de la douleur? Comment tu gérais les scènes? Comment tu as géré cette carrière qui a été hallucinante parce que t'as pas fait que ça, t'as été comme tu dis en sport-études, etc. avant. Comment t'as vécu avec ça? Bah, j'ai eu de la chance parce que moi mes douleurs elles sont arrivées, j'avais 30 ans. D'accord. Donc tous les gros shows que je faisais avant et tout ça, j'avais pas mal. Parce Ok. que je prenais une pilule et que, enfin voilà, mes règles, c'était régulé, j'en avais pas énormément et donc c'est vraiment vers la trentaine quand j'ai commencé à arrêter la pilule que là les douleurs sont arrivées. Et à cette époque-là, je faisais plus des gros concerts comme avant, mais je tournais des téléfilms. Oui. Et plusieurs fois sur des plateaux, je tombais dans les pommes. Ça m'est déjà arrivé. Vache. Enfin, tu me diras, après,
sans dénigrer, mais quel que soit le job, c'est jamais Bah non, mais pratique. que tu sois dans un bureau, que tu sois n'importe où. Et puis, tu sais, moi, je suis là, j'essaye de faire en sorte que ça se voit pas et tout, machin, mais à un moment donné, je tiens, et à un moment donné, il y avait mon partenaire de jeu, mon comédien, mon pote comédien Samy, à qui j'en avais parlé, mais sinon personne d'autre ne le savait. Ouais. Et parfois il voyait, combien de fois il m'a rattrapé avant que. Et là, dans ton entourage, tout le monde voyait ça, et on t'a pas orienté. Il y a personne qui t'a dit de consulter ou qui t'a orienté vers ça. Bah ça, non, parce qu'on savait ça pas. À ce moment-là, en fait. C'était juste règle. Tu disais, c'est mes règles, oui. Ça arrive, et c'était ok pour tout le monde sur le plateau. Enfin, bah oui. Sans leur jeter la pierre, hein, mais c'est un bon reflet de la société vis-à-vis de l'endométriose. C'est ça. Personne n'était au courant, donc personne. On n'en parlait pas, donc. Ok. Et là, ta carrière musicale, si t'avais eu de l'endométriose, t'aurais. Ça aurait été compliqué. Les cheveux en chaud, comme tu disais. Ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu que je prenne des antidouleurs. Plus, hein. Ouais, mais du coup, c'est presque un danger à tomber parce que tu vois, pour se donner. En plus, les montées en stress que ça doit, j'imagine, enclencher. Ouais. Du coup, ça déclenche des douleurs plus fortes. Enfin, c'est. Et puis c'est compliqué de faire des concerts une semaine par mois, quoi. C'est ça. Alors, du lundi au dimanche, allez-y, c'est maintenant. Mais tu sais qu'à l'époque, alors c'était pas des concerts, mais j'essayais de gérer mes rendez-vous importants ou les trucs au niveau professionnel très importants. Je les mettais la semaine où je savais que j'avais pas mes règles pour être le mieux possible. Parce que combien de rôles j'ai pas eu parce que j'ai eu des rendez-vous et des réunions avec des réalisateurs ou des producteurs et j'étais comme ça. Ouais, ça fait pas rêver. Et je suis là, mais je suis pas là. Ouais. Tu vois. Bon, parce que rendre un bilan comptable, t'as l'impératif du rendu, mais à la limite, t'as pas le faciès. Toi, tu as besoin d'avoir le faciès en plus quand tu es devant la caméra. Bah oui, c'est ça. Donc ça a vraiment changé ta vie, effectivement, les hysterectomies. Ok. Bon. Écoute, on arrive au bout du podcast. C'était hyper bien. Trop bien. Hyper intéressant. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu as quelque chose à transmettre sur la santé des femmes et la prise en charge de la santé des femmes ? Déjà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est si les femmes, elles sentent qu'elles ne sont pas écoutées par leur gynécologue, par leur médecin, qu'elles changent, qu'elles aillent voir d'autres avis. C'est important de se sentir à l'aise et de se sentir bien avec les gens qui vont nous accompagner dans cette épreuve. Donc il faut trouver des gens à l'écoute, des gens qui nous croient, des gens dont c'est des experts. Et puis ouais, il y a un site et une boutique qui s'appelle Pumlab. Et quand j'ai découvert ça, moi je me suis dit mais pourquoi j'ai pas eu l'idée ? En fait c'est une boutique qui est là pour la santé des femmes en fait, des premières règles jusqu'à la ménopause. Et on les accompagne. Il y a plein de produits. Il y a une boutique où on peut avoir aussi des rendez-vous avec des personnes qui vont être là, qui vont t'écouter. Des sexologues, des psychologues, des ostéos. Et tu as aussi plein de produits. Tu as la boutique. Et franchement, t'as un souci, t'as un problème. Tu vas là-bas et je pense que tu peux trouver des choses pour t'aider à mieux vivre peut-être ta ménopause ou à mieux vivre ton SOPK. Voilà. On mettra le lien dans la description. Tu as dit j'aurais rêvé et après tu as dit c'est-à-dire que tu as rejoint le projet. Ça y est, j'ai rejoint le projet parce que je trouve cette idée tellement géniale et on va essayer d'agrandir un petit peu ça. Et pour l'instant la boutique elle est que à Paris, mais l'idée c'est d'en mettre un peu partout. Et c'est vrai que quand il y a des femmes parce qu'on fait des événements et tout là-bas, et qui me disent « Ah putain, mais j'habite vraiment pas loin, et je connaissais pas, mais c'est super !» Et puis même sur les réseaux, « Mais pourquoi il n'y a pas une boutique à Lyon ? Pourquoi il n'y a pas une boutique à Marseille ? Donc pour l'instant, il n'y a pas de boutique partout, mais il y a un site. Et ça va venir. Et on peut même faire des consultations en visio. Ok, bah super. Merci d'avoir participé. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était vachement bien.